Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce 41e numéro de Café Filmé. Alors un peu sombre parce qu'il y a le soleil qui arrive, donc dans quelques instants ça va changer. Comment allez-vous? Nous sommes le 30 septembre. 30 septembre, c'est le dernier numéro du mois de septembre déjà, ça y est. Demain c'est plié, hein. On est en octobre. Il est 9h. Et du coup, plein de sujets à parler aujourd'hui. Bon, on en a déjà parlé mardi. Je fais du recyclage. Je fais totalement du recyclage, mais on va voir ça immédiatement dans le programme. Le programme d'aujourd'hui, sans surprise pour moi, avec surprise pour vous, c'est le même que mardi. On va commencer par l'actu du jour qui parle toujours du DPE. Et oui, c'est un peu, c'est le sujet du moment qui doit intéresser les vendeurs comme les acquéreurs, hein, d'ailleurs. Donc, on va en mettre une couche. On va probablement redire un peu ce qu'on a dit mardi, puisqu'on l'a dit par anticipation. Maintenant c'est sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, on va pouvoir en discuter de manière concrète. Et puis ensuite, enfin, nous allons parler de la loi Pinel, toujours par rapport à ce magnifique flyer, le dispositif Pinel. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Combien vous pouvez gagner? Dans quelles conditions? Nous allons tout voir sur la loi Pinel. Et, euh, et comme ça, on sera calé sur le sujet. C'est parti? C'est parti, let's go. Hop, je reprends mon conducteur. On est là. Le nouveau DPE. Alors on n'est pas mardi, on est jeudi, hein, parce que oui, j'ai recyclé les titres, je n'ai même pas renommé le jour. Le nouveau DPE. Alors, on a vu, hein, c'est un peu la catastrophe. On n'en sait pas beaucoup plus. On nous en dit pas beaucoup plus. Il faut juste, on est en train d'attendre, nous, de notre côté, les décrets. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu ensemble mardi. Le gouvernement déconseille de réaliser des DPE, mais ne nous l'interdit pas, ne nous dit pas exactement effectivement qu'il ne faut pas le faire. Bon, ils sont pas trop en moyen d'en faire plus parce qu'effectivement, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on travaille pour les professionnels et pour les particuliers, comment est-ce qu'ils vendent? Parce que le DPE est toujours obligatoire pour la vente de votre logement. Euh, donc BFM TV, BFM TV en remet une couche. BFM TV en remet une couche effectivement sur les problèmes dont nous avions parlé mardi ensemble. Donc les failles du nouveau diagnostic ont des conséquences désastreuses. Alors aussi bien sur la mise en vente, sur les prix de mise en vente que sur le travail. Le diagnostiqueur explique ainsi craindre des contentieux avec des propriétaires qui ont reçu un DPE erroné. D'autant plus que donc c'était la grande nouveauté du nouveau DPE du 1er juillet, c'est qu'il est opposable. Donc quelqu'un qui n'est pas content de son DPE peut effectivement intenter une action contre à peu près tout le monde qui a participé à ce DPE. Donc le diagnostiqueur fait bien de craindre un peu. Donc les clients sont furieux. Certains l'accusent de les avoir mal informés, parce que bien évidemment, hein, pour les gens, c'est le diagnostiqueur qui est en faute. Pour le client, c'est un diagnostiqueur en particulier qui a fait l'erreur. Non, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes vendeur actuellement, c'est bien un problème de calcul des logiciels fournis par le gouvernement, par l'État. Mais effectivement, on ne peut pas non plus en vouloir aux clients.
Comme on l'a dit, hein, certains vendent, c'est pas par choix, c'est par nécessité. Donc des fois dans l'urgence, tout le monde est un peu tendu et du coup le DPE est obligatoire, ça coûte cher et en plus euh, s'il est faux, bah, effectivement ça a des conséquences. Notre le ministère du Logement a annoncé que le bilan complet des DPE réalisé depuis le 1er juillet allait être prochainement présenté. Donc du coup, détaillant les anomalies constatées et précisant les mesures correctrices qui seront intégrées dans le nouveau DPE. Donc depuis le 1er juillet, certains DPE sont faux. On ne sait pas combien, on ne sait pas à quel point ils sont faux pour l'instant. Le gouvernement donc doit travailler, le ministère du Logement va travailler là-dessus pour faire la lumière sur les erreurs et sur l'impact des erreurs. Mais pareil, donc sans frais supplémentaires. Et là, bon, bah, le diagnostiqueur dit bah non, en fait, moi je vais pas faire sans frais. Donc là aussi, est-ce que c'est le gouvernement, le ministère qui va payer les déplacements des diagnostiqueurs? Est-ce que bon, bah, les diagnostiqueurs auront un crédit d'impôt? Pour l'instant, bon, bah, rien n'est dit. En même temps, hein, la situation a moins d'une semaine, s'il commence à dire des choses et puis qu'il rechange derrière, on ne sera pas content. Il y a plein de solutions possibles en espérant que une solution soit trouvée pour tout le monde en fait. Les particuliers qui ont vendu, c'est un autre problème parce qu'effectivement, les propriétaires sont en colère. Ils ont payé entre 90 et 150 euros pour un DPE erroné. Donc les prix en nette augmentation depuis le 1er juillet également. Le résultat du DPE a pu avoir des conséquences sur leur décision de vendre et le prix négocié. Alors, j'avais surtout parlé effectivement du prix de mise en vente, mais il s'avère que BFM met le point sur un autre sujet. Les propriétaires ont décidé de céder rapidement leurs biens, souvent en dessous du prix, car ils seront progressivement interdits à la location dans les prochaines années. Alors, on avait vu que justement un nouveau DPE s'accompagnait effectivement dès 2023 d'une interdiction de louer pour les passoires thermiques. Euh, de là à vendre un appartement avant l'interdiction. Alors, je ne sais pas si c'est un effet qui est avéré, mais euh, je vois pas vraiment l'intérêt en fait. C'est que l'interdiction, elle est déjà votée. Donc effectivement, vous vendez votre bien des côtés, parce que l'acquéreur, c'est la première chose qu'il aura regardé aussi. Il va vous dire, oui, mais moi, dans 2 ans, je ne peux pas le louer, donc je vous répercute le coût des travaux que j'aurai à faire dans les 2 ans. Donc, bon, oui, effectivement, vendre avant le grand rush de 2023, c'est un peu l'idée, mais c'est déjà trop tard en tout cas. Donc dans tous les cas, effectivement, prendre cette décision-là, à mon sens, c'est pas top. Vous avez à l'heure actuelle un logement en locatif, parce que c'est du locatif, qui est une passoire thermique aujourd'hui, donc qui sera interdit demain. Est-ce que c'est le bon plan de vendre aujourd'hui? Alors c'est le bon plan si vous souhaitiez vendre à court terme, à moyen terme. Si vous vouliez vendre entre aujourd'hui et 2025, c'est effectivement peut-être le bon plan de vendre maintenant. Votre logement va de toute façon ne pas s'améliorer tout seul et il risque peut-être effectivement en 2023 d'avoir un surplus de biens sur le marché qui peut impacter le prix, parce que bah, forcément, si déjà il y a un surplus de biens, ça baisse les prix. Si c'est un surplus de biens de mauvaise qualité, ça va baisser d'autant plus les prix. Donc effectivement, si vous pensiez déjà vendre l'année prochaine ou dans 2 ans, autant vendre tout de suite. J'ai envie de dire, il fallait peut-être s'y prendre juste avant juillet, avoir l'ancien DPE, mais bon, effectivement, on ne peut pas tout calculer, et donc ça se comprendrait. Sinon, c'est pas le bon plan. Maintenant qu'on sait que les DPE sont erronés, c'est encore moins le bon plan du coup. Donc si c'est ce projet-là, si vous faites du locatif, attendez qu'effectivement on en sache plus sur les DPE, sur les erreurs de DPE. Donc, hop,
Voilà, G à partir de 2025, F à partir de 2028, E, A, B, C, D, E, F, G, H. 2025, c'est pas 2023, vous voyez, donc on a le temps. On a le temps de changer les fenêtres encore une fois. Alors, que sont les problèmes? Des analyses sont en cours, on ne les connaît pas vraiment. Des écarts entre la consommation réelle et la consommation théorique. Donc, toutes les chambres de service, donc allant jusqu'à 40 mètres carrés. Donc là, on n'est pas dans l'année, parce que le gouvernement donc a arrêté les DPE pour 1975, mais jusqu'à 40 mètres carrés, on a des gros problèmes. Et ça, du coup, cela, pour l'instant, le gouvernement n'a rien dit. Le calcul du coût des consommations par tranche ne correspond pas à la réalité. L'erreur est de plus de 30% par rapport au coût réel. Est-ce que c'est dans cet article? Non, ce n'est pas dans cet article. Mais effectivement, un autre article montrait qu'un appartement qui était de moins de 40 mètres carrés avait une consommation théorique de 400 kWh, était passé à 1400 avec le nouveau DPE, ce qui fait du mal dans l'échelle du DPE. Donc, avant 75, pour l'instant, le gouvernement est dessus. Jusqu'à 40 mètres carrés, a priori, le gouvernement ne fait rien pour l'instant. D'ici qu'il nous annonce demain que c'est aussi déconseillé d'en faire, on ne sait pas. Donc voilà, si vous devez faire une mise en vente, j'ai envie de vous dire, soit vous patientez un peu, soit maintenant qu'on est au courant, on pourra effectivement annoncer aux clients, aux acquéreurs qu'il y a des soucis et voir avec le diagnostiqueur pour refaire des tests et des diagnostics une fois qu'on sera correct, et puis surtout il pourra nous expliquer les problèmes rencontrés. Ça, c'était donc pour le DPE. Et nous allons aborder le sujet un peu plus léger du Pinel. Alors, la loi Pinel, est-ce que vous connaissez le Pinel? C'est le troisième élément que nous avons trouvé sur cette publicité de Bouygues Télécom, avec pour rappel la subvention ANRU valable en QPV, enfin valable dans les zones ANRU. Donc allez sur le site internet de l'ANRU pour en savoir plus ou revoyez l'émission, c'était la 38 ou 39. Nous avons vu qu'effectivement on pouvait avoir une TVA à 5,5% sur du neuf en QPV et en zone ANRU. Et nous avions vu le prêt à taux zéro pour devenir propriétaire. C'est quel doigt? Celui-là. Le prêt à taux zéro ici pour devenir propriétaire jusqu'à 40% de l'achat immobilier sans intérêt de crédit sous condition de ressources. Donc les trois aides que nous avons vues jusque maintenant, c'est pour devenir propriétaire de sa résidence principale. Le dispositif Pinel, et ce sera la première différence majeure avec les autres dispositifs que nous avons vus, c'est pour devenir propriétaire, mais pour faire du locatif. Donc, vous n'allez pas pouvoir acheter la maison, l'appartement que vous achetez. Il faudra le mettre en location sous condition, encore une fois, hein, plein de conditions. La loi Pinel remplace la loi Duflot, d'où le titre de l'émission d'aujourd'hui. Généralement en France, soit vous avez des acronymes comme ANRU, soit vous avez des noms de ministres, de députés, etc., etc. Loi Pinel, loi Duflot. Voilà, c'est comme ça que l'on se rappellera d'eux dans la postérité. Donc, la loi Duflot a duré un an, hein, je crois, 2013-2014, parce que oui, c'est un an, et la loi Pinel est depuis 2014, donc 2013-2014, on a eu la loi Duflot, depuis on a la loi Pinel. Alors,
La loi Pinel, du coup, vous l'aurez que sur des majoritairement, oui, majoritairement des logements neufs. Donc, neufs, ce qu'on appelle aussi en état futur d'achèvement. Donc, ça veut dire que vous achetez soit une maison qui n'a donc jamais été habitée, ou un appartement, hein, mais qui est déjà devant vous. Donc, la maison est finie, mais elle n'a jamais été habitée. Ça, c'est neuf. La maison n'est pas finie, mais elle est devant vous, donc il y a déjà des murs, un toit, etc., quelques trucs, mais personne n'a habité dedans. Elle est en état futur d'achèvement. Ou vous faites construire. Donc là, vous achetez un terrain, vous faites les permis, vous faites appel à un professionnel, comme ici, et, euh, et vous faites tout de A à Z. Donc là, à partir du moment où il y a les plans, les terrains, les bornages, etc., ce sera un état futur d'achèvement, parce que le projet existe déjà. Si le projet n'existe pas, c'est vous qui achetez le terrain, c'est vous qui appelez un promoteur, c'est une construction. Si dans 6 mois, Bouygues n'a pas vendu, la maison est finie, elle vous l'a fait visiter neuve et personne ne l'a déjà habité, c'est neuf. Vous pouvez aussi profiter du Pinel si vous faites de lourds travaux de rénovation. Ça doit représenter 25% de rénovation du prix de l'opération, du prix de l'achat en gros. Donc si vous achetez, si vous payez 100 000 euros, il faut qu'il y ait 25% de ces 100 000 euros, 25 000 euros qui soient dans les travaux de rénovation. Donc une maison qui n'a pas été habitée depuis 10 ans, vous faites les fenêtres, la toiture, vous cassez des murs, une cuisine, etc. Si vous avez 25% du coût total de votre opération achat plus travaux dans la rénovation, vous pouvez passer aussi en Pinel. Et si vous avez un local commercial que vous transformez en logement d'habitation. Donc là aussi, on part du principe qu'effectivement, il y aura énormément de travaux pour pouvoir le faire. Donc, si votre bien déjà correspond à tout ça, vous pouvez potentiellement demander un dispositif Pinel pour de la mise en location. Deuxième restriction, la localisation. On avait vu avec le prêt à taux zéro, ouais, c'était avec le prêt à taux zéro, les zones de la commune A bis, B1, B2, C. Si vous êtes à Laxou ou à Nancy, pour rappel, vous êtes en B1. Si vous êtes, c'était Heilcourt, vous êtes en B2. Custine est en B2. Toul doit être également en B2. Lunéville aussi. Et par contre, on avait par exemple Blénod-les-Toules en C et Commercy en C. C'est important pour la suite, c'est pour ça que je vous ai remis le simulateur. Il faut connaître la zone de la commune parce que depuis donc le 1er octobre 2014, depuis la mise en place du dispositif Pinel, vous ne pouvez mettre en place un logement Pinel que sur des zones A bis ou B1. Donc tout ce qu'on vient de voir en B2 et en C, vous ne pouvez pas avoir de dispositif Pinel. Donc comme pour le prêt à taux zéro, méfiez-vous d'un projet ou surtout quand c'est vous qui décidez de le faire, vérifiez qu'il est éligible. Si vous achetez un terrain à Heilcourt, vous ne pouvez pas faire de Pinel. Si vous achetez un terrain à Saint-Max, vous pouvez. B1, B2, attention à la limite. Donc A1 bis ou B1, Laxou Nancy, vous pouvez. Toul, Lunéville, Commercy qui est en C, vous ne pouvez pas. Ça au moins c'est fait. Si vous habitez sur le Toulois, ne me parlez pas de Pinel. Si vous habitez sur Nancy, faites attention à la commune parce que Heilcourt et Laxou font tous les deux partie de la métropole et elles ont un traitement différent l'une et l'autre. Donc A bis et B1,
vous pouvez faire du Pinel, le reste, vous ne pouvez pas faire du Pinel. Ça a son importance parce que, en plus du type de bien, vous ne pourrez faire du Pinel que selon certains plafonds de location. Et ça, c'est un souci parce que les budgets qui sont utilisés par l'État sont plus ou moins viables selon les communes en fait. Hop, je vais vous les mettre les plafonds, les voilà. Donc, si vous voulez faire du Pinel, vous serez limité en termes de loyer. Zone A bis 17,55 du mètre carré, zone A 13,04 du mètre carré, B1 10,51 et B2 sur agrément, bon maintenant B2 apparaît, 9,13 du mètre carré. Ce qui veut dire que dans des villes comme Lyon, Paris, Bordeaux, les prix au mètre carré ne correspondent pas au marché locatif. Ce qui veut dire que si vous économisez au niveau des impôts, mais que vous facturez moins cher, ben ça va pas aller. Enfin, c'est pas viable économiquement. Il y a un moment, autant louer le tarif au prix du marché. Et du coup, bah, ce que vous ne gagnez pas en impôts, vous le gagnez en loyer. Donc il faudra faire effectivement des calculs si le gain d'impôt n'est pas inférieur à la différence de plafond du loyer. Après, vous pouvez quand même vous dire, bah, effectivement, j'ai quand même les moyens d'investir, je paye des impôts et du coup, bon, bah, Pinel, c'est sympa, ça va m'en faire défiscaliser. Et du coup, bah, effectivement, plutôt que de dire, ah bah moi, j'ai juste envie de mettre un loyer moins cher pour que effectivement mon local soit, mon habitation soit accessible au plus grand nombre, à des personnes qui ont un plus faible revenu, bah, là, en plus, j'ai un avantage fiscal, je vais pouvoir déduire de mes impôts. Ça, vous pouvez le faire et du coup, effectivement, le faire n'importe où. Mais si c'est dans le but de juste gagner, économiser et investir, vérifiez bien les plafonds, vérifiez bien le marché local avant de vous décider à dire bon bah go Pinel. Donc entre Nancy par exemple et Laxou, dans certains quartiers de Nancy, est-ce qu'on ne serait pas à plus que 10,51 € du mètre carré? Est-ce que pour certaines surfaces aussi, on a vu que la surface influençait le prix au mètre carré, on ne sera pas supérieur à 10,51 € du mètre carré. Donc, si on est bloqué par le Pinel, on sera obligé de louer à 10,51 € du mètre carré, ce qui fait 600 €, un peu plus de 600 € pour 60 mètres carrés. On est peut-être un peu en dessous. Faites bien attention à ce point-là avant de décider Pinel ou pas. Donc le locataire maintenant. Donc le locataire, c'est que comme pour quand vous faisiez donc la demande prêt à taux zéro et à NRU, vous allez devoir chercher un locataire qui a un revenu fiscal de référence inférieur à certains chiffres. Là aussi, je vous mets le tableau parce que je ne le lirai pas en entier. Personne seule, selon la zone, on est entre 28 000 et 38 000 € par an. Un couple, 37 000 à 57 000 par an maximum. Une personne à charge, donc il part du principe que c'est un couple. Bon là, pareil, c'est mal dit, parce que du coup, si c'est une personne seule avec enfant, est-ce que c'est celui-là ou pas? Je ne sais pas. 45 000 € à 75 000 € pour avoir une personne à charge. Ça, c'est votre locataire. Quand vous choisissez votre locataire, vous allez devoir effectivement lui demander sa feuille d'impôt pour savoir si déjà il peut payer le loyer. Et puis du coup, donc vous avez validé la maison, elle est neuve, le secteur est bon, le prix au mètre carré est bon. Si vous choisissez quelqu'un qui gagne plus que ça,
bah non, B2 et C, on a dit que c'était mort, hein, donc c'est B1, et ben c'est perdu. C'est perdu, vous ne pourrez pas récupérer sur vos impôts. Donc faites attention à ce point-là également. Le locataire doit justifier de certaines ressources. Qu'est-ce qu'on gagne maintenant? Parce que du coup, on a vu ce qu'il fallait acheter, où est-ce qu'il fallait l'acheter, à qui il fallait le louer, à combien il fallait le louer. Mais si c'est un dispositif, c'est censé quand même nous faire gagner un peu d'argent. Alors, gagner quoi? Vous allez pouvoir déduire une partie du coût du prix d'achat de la maison de vos impôts. C'est capé à 300 000 euros maximum par an, donc en plafond. Et à 5 000, voilà, les mètres carrés ils sont là, 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Donc vous ne pouvez pas déduire plus de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable, ce qui veut dire que bon, si vous louez 100 mètres carrés, ça devrait aller, parce que bah non, en fait vous êtes au-dessus des 300 000 euros par contribuable et par an. Donc attention à ces deux plafonds. Vous ne pourrez le faire que sur 2 logements. Donc c'est pas la peine d'acheter un immeuble et de faire un Pinel sur la totalité de l'immeuble. Uniquement 2 logements pourront faire du Pinel chez vous. Et l'avantage, alors l'avantage va varier selon la période sur laquelle vous voulez mettre du loi Pinel. Donc soit vous mettez un engagement de 6 ans, soit vous mettez un engagement de 9 ans. Si vous mettez un engagement de 9 ans, vous pouvez défiscaliser, enfin réduire 18% du coût total de votre opération, donc du coût total de votre habitation ou habitation plus travaux, en impôts. Ce qui équivaut à 2% par an. Donc si vous achetez une maison à 100 000 euros, il n'y a pas de maison à 100 000 euros, hein, on en a trouvé une à 200 000. Mais donc vous achetez une maison à 100 000 euros, 2% du prix de cette maison pourra être déduit de vos impôts chaque année. Donc vérifiez aussi que vous payez plus d'impôts que ce que vous allez déduire. Peut-être pas la peine d'acheter une maison à 1 million d'euros pour faire du Pinel. De toute façon, vous pourrez, vous serez limité à 300 000 euros. Comme ça, c'est clair, c'est pas la peine. Si vous partez sur un engagement de 6 ans, ce sera la même chose. C'est 2% par an, donc 2% par an tous les ans pendant 6 ans. Si vous êtes fort en maths, ça fait 12%. Ça va, c'est la même chose. Si vous partez sur 9 ans, vous allez pouvoir prolonger de 3 ans de plus, mais à 1% par an. Donc vous allez pouvoir aller jusqu'à 12 ans, mais donc les 3 dernières années, ce sera 1%, 1%, 1% du montant investi, toujours en impôt. Si vous partez pour 6 ans, vous allez pouvoir faire 2 prolongations de 3 ans, donc refaire également 12 ans, et également voilà, la première prolongation faire toujours du 2%, donc 2%, 2%, 2%, ça fait 6%, et la deuxième prolongation, 1%, 1%, 1%, ça fait 3%. Donc au final, on en est au même, hein, que vous fassiez un engagement initial de 6 ans ou de 9 ans, à cette heure-ci, au bout des 2 ans, 12 ans, si vous faites 12 ans, vous aurez la même chose. Si vous faites 6 ans plus 3 ans, vous aurez fait la même chose que 9 ans. Si vous faites 6 ans plus 3 ans plus 3 ans, vous aurez la même chose que si vous avez fait 9 ans plus 3 ans. Ça ne change pas à ce niveau-là. Dernier point, et le plus important, c'est que Pinel va disparaître. Alors, il aurait dû disparaître déjà, mais il y a eu une petite prolongation, hein, et une petite prolongation avec le Covid. Donc, en 2023, donc vous avez encore jusqu'à l'année prochaine, hein, vous avez 18 mois quasiment pour... donc tout ce que je viens de dire là est valable pour les 18 prochains mois. On a dit que ça avait commencé en 2014. Manque de chance, ça se termine
au 31 décembre 2022. Donc il vous reste 18 mois pour pouvoir réfléchir si vous voulez faire du Pinel ou pas avec ces tarifs-là. À partir de 2023, on rabote 2023-2024 et normalement disparition en 2024. Donc en 2023, on passe pour un engagement de 9 ans à 15% au lieu, j'ai déjà oublié le chiffre, de 18 et 10,5% au lieu de 12% sur 6 ans. Donc on commence à raboter les offres. En 2024, si vous commencez votre Pinel en 2024, sur 6 ans ce sera 9% et sur 9 ans ce sera 12%. Donc une sacrée baisse. Fin 2024, on n'a plus de chiffres, c'est fini. Mais en 2023, on a un remplaçant au Pinel. Alors, il a été nommé sympathiquement et de manière tout à fait humble le Super Pinel. Le Super Pinel, c'est quoi? Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. C'est un Pinel qui est réservé au QPV, a priori. Plus, donc on sera sur de l'isolation thermique phonique tip top. Donc c'est votre appartement en fait qui sera super, c'est pas tant le dispositif. Et au lieu de 12% sur 6 ans, on montera à 15%. Donc bon, il y aura des critères, d'énormes critères. Alors je retrouve pas de tableau non plus pour ça. Ils sont pas définitifs pour l'instant. On aura des meilleurs taux. Sur 9 ans, je crois qu'on monte à 21% au lieu de 18%. Donc on gagne 3%. Mais donc, zone géographique encore plus restreinte. Et surtout, vous allez devoir respecter la RE 2020 au lieu de respecter la RT 2012. Donc au final, l'avantage gagné, ce sera un coût supplémentaire pour vous aussi. Donc on verra, je l'aurais peut-être pas appelé le Super Pinel, de manière tout à fait humble, je l'aurais peut-être appelé le Pinel 2, ou alors on aurait mis le nom du ministre actuel, plutôt que du nom du ministre précédent. Ils font ce qu'ils veulent, bon si on a un Super Pinel, ça vend pas du rêve. Hein. Voilà pour le Pinel. Est-ce que si vous en faites, n'hésitez pas, hein, parce que je connais personne, moi, enfin, a priori, qui utilise le dispositif Pinel. Mais donc, n'hésitez pas à m'en faire part si c'est le cas. Petit récap, avant de nous laisser, le DPE, c'est la merde. Donc, avant 1975, c'est déconseillé d'en faire, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les autres, on ne sait pas plus s'ils sont faux ou pas. Je rappelle, hein, les erreurs sont sur la consommation par rapport aux surfaces. Les calculs de consommation des occupants et les calculs de consommation par surface ne sont pas bons, ce qui fait qu'on a des chiffres très élevés. Donc on dégrade le DPE, ce qui a pour conséquence une vente inférieure au prix du marché pour un bien qui a un DPE classique, ce qui peut poser effectivement des problèmes. Le souci, c'est qu'effectivement, on a déjà beaucoup de transactions depuis le 1er juillet. Comment les récupérer celles-ci? Je sens qu'il y en a un qui va vouloir mettre ça sous le tapis et oublier. Pour le Pinel, on n'oublie pas qu'il faut vérifier, maison neuve en construction ou pas, ou avec travaux. On vérifie la zone, on vérifie le plafond du loyer, on vérifie les revenus du locataire et on déduit 18% pour 9 ans, 12% pour 6 ans. Ça, c'est globalement le Pinel. Pour les détails, revenez en arrière. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a tout vu, on a tout dit. Merci à tous.
On est où? On est là. Merci à tous, merci beaucoup d'être passés. Deuxième essai hein, pour ceux qui sont sur Facebook depuis la page Facebook. Il faudra que je regarde les stats parce que pour le coup les stats sont beaucoup plus complètes, ça c'est bien. Donc merci à ceux qui ont trouvé la page. Je ne sais pas si vous la trouviez avant quand c'était sur le profil. Bienvenue du coup. Et puis bah, comme d'habitude, hein, je vais vous demander de commenter, partager, aimer, poser vos questions. Comme ça, on en fait des émissions. Et puis bah, pour YouTube, même chose. Merci d'avoir suivi l'émission. Petit like, petit abonnement, petite cloche. Et je vous dis à mardi prochain, en octobre. Allez, à mardi!